Allez, bonjour à tous. Enfin, bonjour, pas vraiment, parce que je vous ai fait un petit point Stellantis, Equasense, GTT ce matin. N'hésitez pas à aller voir sur le Patreon, toujours. Si jamais ça vous intéresse. Et effectivement, là, je suis sur le message de Morgan, mais effectivement, il y a le palier des 12-11, et ensuite, il me semble que c'est 9-8 aussi. Sur Stellantis. Hop, pardon, je suis encore un peu. Donc tu vois, moi j'ai 12, 11, et puis ensuite, hop, on a cette zone de travail là, effectivement, entre 9 et ouais, 8 quoi, globalement. Donc prudence hein, sur Stellantis, prudence, 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 et nous, désolé si je tousse un peu, je suis encore un peu enrhumé. Nous on était dans discussion principale, et alors. C'est cool, c'est animé en ce moment, ça fait plaisir. Alors, hop, hop. Alors, on est sur une entreprise proposée par Baptiste, si je dis pas de bêtises, sur un point bas qu'on n'a pas touché depuis 2017. Quels sont les prochains supports? Résultat en berne, mais considéré sous-évalué avec un mode large par Morningstar. Ok, donc ça c'est intéressant. Et bien on va aller voir rapidement quand même ce qu'ils font. Je me demande si c'est pas une des entreprises que Buffett a rechargé, enfin a ajouté au portefeuille récemment ou a rechargé. Produits de soin de la peau, produits de maquillage, parfum. Ok. Ils sont un peu neutres sur le sujet chez Zone Bourse. Il y a quand même un objectif euh, de plus 10%. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Effectivement, elle a bien chuté. Et je pense que techniquement, on doit avoir des niveaux assez significatifs. Ce qui fait que je connais pas exactement ses concurrents. Mais globalement, effectivement, elle a dû avoir des résultats un peu pas terribles. Est-ce qu'elle est dépendante, peut-être par exemple géographiquement, Europe, Middle East, en Afrique, ok. Donc ouais, potentiellement un peu dépendante de l'Europe. Europe un petit peu en berne aussi, hein, globalement. Ah, ça a l'air familial, administrateur, William Loder. Pardon, William Loder. Donc ça c'est plutôt intéressant. On a du Rothschild aussi. Et par contre en actionnariat, on voit que les membres pardon. On voit que les administrateurs sont pas présents dans l'actionnariat. Wellington Trust, BlackRock, Vanguard. Euh, ok, bon alors qu'est-ce qu'on a en termes de fonds? Ah oui, effectivement, ouais. Par rapport à l'historique, là, toute la colonne qu'on a là sur la rentabilité, ça pèse un petit peu, effectivement. Bon, euh, ça pèse un petit peu, mais en même temps, les marges étaient assez énormes. Donc est-ce que c'est plus une normalisation? Pourquoi pas? Bon, enfin, c'est les marges brutes hein, qui sont énormes. Après, vous voyez qu'en termes de marge nette, on est assez bas. Et là, c'est plutôt, ouais, effectivement, en termes de marge nette que ça pèse, hein. Finalement, on est sur le plus bas, là, en termes de marge nette. Donc, ça fait un peu mal. Je veux juste aller regarder un peu sur Morning. Ouais, vous voyez les marges nettes, là, depuis 2021. Donc, ça fait très mal. On a un free cash flow en berne aussi. Sur 2023, pardon. Alors, retournons à nos moutons. Donc effectivement, en termes de rentabilité, c'est pas terrible. Bon, elle reste rentable, hein, mais c'est pas terrible. Est-ce qu'elle est sous-évaluée? Si on regarde par rapport au free cash flow, pas tant que ça. Pas tant que ça encore.
On a une grosse baisse de la rentabilité des capitaux investis. Ça fait très mal. On a une baisse du cash, une augmentation de la dette. Sauf sur le dernier exercice, on arrive à diminuer un peu notre dette. Et ça peine aussi au niveau des revenus, hein, normal. Effectivement, on a un payout qui me paraît très élevé. Un payout qui me paraît très élevé. Vous voyez, on fait 1,4 en free cash flow. Et on utilise 1 pour le dividende. Donc c'est très élevé. C'est très élevé. Et c'était encore plus élevé en 2023. Donc c'est pas forcément la grosse joie. 40% de dépenses en capex, c'est élevé aussi. Peut-être un souci de gestion là-dedans. Bon, il y a aussi une grosse part évidemment qui va dans tout ce qui est dette. Donc effectivement, on est assez endetté, mais bon, ils arrivent quand même à le réguler un tout petit peu là. Mais c'est pas terrible quand on voit ça, effectivement, on peut se poser des questions. C'est quand même une entreprise qui est actuellement en difficulté, une croissance anticipée de 4%. Alors effectivement, si on regarde le bénéfice par action, lui en revanche, on aurait une grosse croissance là-dessus, ce qui peut être un indicateur effectivement comme quoi l'action peut être sous-évaluée. Maintenant, on va aller regarder techniquement. J'étais sur Eiffel là pour Pierre. Donc là, vous voyez, on est en mensuel. Hop, on est en mensuel. C'est baissier sur le RSI. On a une grosse zone d'order block un petit peu plus bas, donc potentiellement là vers les 76, entre 76 et un peu plus haut, allez 77 et 62. Une grosse zone acheteuse dans ces zones-là. Maintenant, on va plutôt se mettre là. Ouais. Hop. On va aller regarder un petit peu plutôt en weekly. Alors, bon, c'est forcément très vendeur. Je vais les enlever parce que c'est pas très lisible. On va garder cela. On reste sur les mêmes zones un petit peu acheteuses, là, hein, comme vous pouvez le voir. Approximativement, évidemment. Entre le weekly et le monthly. Moi, j'aime bien me référer au weekly. Effectivement, là, on va regarder les volumes, mais on repart bien à la hausse quand même. Si jamais hein, les indicateurs que j'utilise principalement sur... je vous ferai d'ailleurs un tuto là-dessus sur le Patreon, sur TradingView. Hop. Effectivement, il y a beaucoup de volume quand même. Mais j'attendrai quand même la cassure, moi, personnellement, et puis une confirmation, hein, parce que on a quand même une zone de vente juste ici. Et puis, est-ce qu'on l'a déjà break? Non, pardon, oula, je suis parti loin là. Oh, bon, c'est pas, on l'a déjà break, mais vous voyez, on a quand même assez vite réintégré. Donc à surveiller, mais effectivement, à mon avis, le point de repère, c'est cette résistance-là. On pourrait même se mettre là pour le coup, en daily. Donc voilà, à surveiller. À surveiller, à surveiller. Euh, je préfère la placer en mensuel, hein, finalement. Elle était plus significative. Hop, voilà. Elle était effectivement plus significative comme ça. Et quand on se met en semaine, on n'en est pas loin. Bon, ça dépend aussi comment tu places ta résistance. Je pense que tu peux à peu près la placer là. Ça paraît pas déconnant. Mais, à mon avis, il faut vraiment passer cet order block vendeur juste ici. Pour pouvoir après potentiellement aller plus haut. En tout cas, point positif, il y a du volume. Maintenant, il va falloir aussi des confirmations en termes de RSI, etc. etc. Sinon, on pourrait continuer notre tendance baissière. Et pourquoi pas aller aux alentours des 78, quoi, dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Novartis. Novartis.
Alors, Novartis figure parmi les leaders mondiaux de la conception produits pharmaceutiques. Ah, mais je crois qu'on l'a déjà vu aussi, ouais. Oncologie, etc., etc. Effectivement, Novartis, on a déjà dû l'analyser. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant vis-à-vis de leur positionnement. Vous voyez qu'ils sont à peu près neutres, hein, zone bourse sur le dossier. On va aller regarder un peu les fondamentaux. Novartis, c'est suisse. Elle est suisse la société, ouais. Donc je vais pas forcément prendre celle-là, je vais plutôt aller chercher. Bah si, c'est la même. NVS. Ils ont NVS sur Antiquaire, donc moi je vais mettre NVS aussi. Bon, on va rester sur celle-là. Elle est à combien? Elle est à 97 francs. Et là, elle est à 115 dollars. Pourquoi ça? On va prendre celle-là du coup. Bon, c'est la même, hein, mais voilà, ok. Donc on est sur la bonne. Donc Novartis. Elle a l'air de pas trop mal performer. Elle surperforme Roche sur les 10 dernières années, encore plus sur les 5, je suppose, ouais. Ok. Elle a une rentabilité qui est pas mauvaise par rapport au secteur d'activité, par rapport à son historique. Lavalo. La croissance doit pas être incroyable. Elle sera un petit peu surévaluée, effectivement, si on regarde par rapport au, au free cash flow anticipé. Elle paraît quand même un peu surévaluée. On a une croissance à 3,5%, ce qui est pas énorme. Une situation en termes de cash to dette qui est correcte. Bon, effectivement, on a une dette qui diminue, un cash qui diminue avec. En termes de revenus, on est plutôt sur une tendance baissière depuis 2014. Ça stagne là sur les 3 derniers exercices. Ça a l'air d'être régulier sur le dividende, mais à mon avis, on a un payout qui est un peu élevé à 77%, donc ce qui limite aussi la croissance. Forcément. Ça doit limiter le capex aussi, bah oui, 19%. Euh, Moi, c'est ces données-là là, qui me freineraient un petit peu. Bon, là, on a une augmentation de la rentabilité des capitaux investis avec une baisse du WACC, donc une baisse des coûts des capitaux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ils ont l'air de faire un effort en termes de dette, globalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, globalement, elle semble légèrement surévaluée. Donc je ferai attention sur le dossier. Hop. Novartis. Et ben alors, ouais, elle est là. Novartis, donc effectivement, on a le niveau aux alentours des 86, puis on a ensuite un niveau vers les 74 à surveiller. La tendance long terme, hop. Globalement, c'est haussier depuis, on va dire, allez, 2009. Donc c'est une croissance qui n'est pas forcément extrêmement rapide, mais une croissance quand même. Hop, on va se mettre ça en vert. Donc voilà, surveiller maintenant. Euh, on a un support oblique qui paraît pertinent. On a tenté la cassure à plusieurs reprises, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc voilà pour Novartis. Ensuite on a Enel. En gros, une société qui fabrique des outils manuels électroniques et à essence. C'est la marque Enel. Quand vous allez dans les magasins de bricolage, la marque qui est rouge. Euh,
Ils ont un peu revu, je sais parce que ça m'intéresse un peu ce milieu-là, tout ce qui est bricolage, etc. Ils ont un peu revu leur marketing et ça a plutôt payé. Ça a plutôt payé ces dernières années. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, je connais pas les fondamentaux, je vous l'avoue. Oh, et ben, elle paraît quand même avoir des bons fondamentaux. Une rentabilité qui est correcte. On a un PEG à 0,5. Après, il y a d'autres choses qui ont l'air de coincer, mais pour l'instant, je vois pas forcément quoi. Le free cash flow, c'est correct. Ah, c'est pas trop mal, hein. Croissance anticipée à 6,5%. Et en revanche, le BPA, on est sur du 50%. Donc, ce qui voudrait potentiellement dire qu'on est encore un peu sous-évalué. D'après les anticipations, donc il faut toujours prendre un peu des pincettes. On a galéré un peu sur les derniers exercices. Ok, il y a un ralentissement. Et là, je sais pas ce qui s'est passé en termes de cash, mais on a fait beaucoup de cash. Bah si, ça s'explique juste ici. On a fait beaucoup de cash flow. On a fait beaucoup de cash flow, donc on a du cash. On a bien diminué notre dette. Je pense qu'on a utilisé une partie du cash pour renflouer un peu la dette et on a quand même gardé du cash. Donc ça, c'est positif. Il y a l'air d'y avoir une bonne gestion. Un payout à 20%, c'est très correct. C'est très très correct. Un capex à 6,7%. Donc ce qui est minime. Et si on parle du cash flow euh, opérationnel, il y a 40% qui part dans le remboursement de la dette et le dividende notamment. Donc non, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Répartition géographique bien diversifiée. Bon, il y a quand même, on est assez centré sur l'Europe quand même. Mais c'est plutôt bien diversifié, hein. Non, mais ça me plaît. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, elle est cotée depuis pas longtemps, faut croire. Depuis 2 mois. Donc, on va se mettre en weekly. On va se mettre en daily, parce que là, on a pas assez de données pour faire quoi que ce soit. Bon, là, elle est ressortie. Elle a l'air de. Pour l'instant, elle a l'air quand même de latéraliser un petit peu. Ouais, ça fait un peu plus de 2 mois. Bon, là, les volumes sur cette bougie-là sont pas énormes. Donc, à voir, hein. Mais globalement, pour l'instant, on a quand même. Ça fait un peu latéralisation, quoi. Ça fait un peu latéralisation. Hop. Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, c'est latéral. Maintenant, il faudrait sortir de cette latéralisation pour essayer de vraiment mieux valoriser l'action et puis de partir à la hausse, quoi. FDJ OB, on l'a fait il y a pas longtemps, non? OB, Daniel. On va la refaire quand même. Alors, FDJ, bon, FDJ, on va directement aller aux fondamentaux. Hop. Ils sont en train de racheter potentiellement un concurrent, là. Enfin, ça avance bien même. Ça avance même bien. Pour moi, il y a des bons fondamentaux. L'État, ils sont actionnaires à combien? FDJ. Hop. Fédération nationale André Maginot, ok. Bon, ils doivent pas être actionnaires à beaucoup. Bon, ils ont toujours un pouvoir, hein, et ça, c'est un peu. Ça peut être un peu embêtant. Mais c'est une très belle société, hein, FDJ. Qui a pas une tendance qui lui.
elle a pas une tendance qui la met en valeur, alors que pourtant elle a quand même un PEG à 93. Pour moi, elle est quand même un peu sous-évaluée. Une croissance à 6%. On va voir là avec le rachat comment ça se passe. Une belle croissance du revenu. Une très bonne situation en termes de cash to dette. On monte le cash, on fait baisser la dette. C'est plutôt positif. On a peut-être un payout un peu élevé. On a un payout à 77%. Ça, c'est moins bien de mon point de vue. Ça limite le potentiel de croissance. On va aller regarder techniquement. Et techniquement, bah. Bon, ça, c'est l'analyse qu'on avait fait la dernière fois, hein, ça n'a pas bougé. À long terme, à long terme, on latéralise et petit à petit, hop, 1, 2, 3, on n'arrive pas à passer cette résistance. Donc potentiellement, on pourrait revenir sur un niveau plus bas. Moi j'ai trop attendu, j'étais trop gourmand. J'en ai pas repris au 31, je l'attendais à 30. Donc la gourmandise est parfois un vilain défaut. Mais voilà. Moi, je pense qu'à 34, c'est pas moche. Et à 30, 31, c'est bien. C'est très très bien. Voilà pour FDJ. De Richebourg, je connais moins bien le dossier de Richebourg. Je pense qu'il y en a dans le Patreon qui connaissent mieux le dossier que moi. Globalement, c'est une société qui a des bons fondamentaux aussi, hein. On est un petit peu faiblard en termes de rentabilité. Je sais que l'entreprise met en place des choses pour améliorer ça. En termes de croissance, on est sur du 2% pour le revenu, du 30% pour le bénéfice par action, c'est plutôt positif. On est sur un PEG à 0,43, autant vous dire que c'est assez faible. Par contre, on a un cash qui diminue fortement. Hein, vous voyez, le free cash flow sur le dernier exercice, il est très faiblard. Et du coup, ça doit faire monter le payout. Quoique, on est sur un payout de 30%, donc ça reste correct. Ça reste très correct même en termes de payout. On a beaucoup de capex. Ce qui peut expliquer aussi la rentabilité un petit peu faiblarde. Voilà. Si on regarde techniquement pour De Richebourg, hop. Là, on est en daily. Je pense qu'on a cassé, à mon avis, la trend baissière. Hop. On a cassé, vous voyez, je pense qu'on est plus trop sur un trend baissier, on est plus sur une petite latéralisation. Ça me semble être plus une latéralisation à l'heure actuelle. Hop. Donc là, ce qui peut être sympa, c'est d'essayer de définir un petit peu des zones de résistance. Voilà, tu vois, on a celle-là par exemple. Et puis maintenant, faudrait qu'on arrive à sortir un peu de cette zone de cette zone là pour pouvoir repartir concrètement à la hausse, hein. Là, c'est dommage qu'on avait cassé, on était venu retester, puis on était reparti à l'os. Finalement, on a réintégré. C'est jamais très bon signe, ça. Pour l'instant, on va se mettre en weekly. Comment elle est la tendance? La tendance, elle a l'air quand même de reprendre un petit peu de force. Hein, vous voyez, en termes de RSI, on commence à passer plus régulièrement au-dessus de la borne de la zone de neutralité. Donc c'est intéressant. On l'a retesté, on est reparti à la hausse. Ça, c'est plutôt positif. On repasse aussi au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Maintenant, il faudrait venir la retester. Puis si on repart à la hausse, c'est positif. Donc, c'est pas trop mal pour De Richebourg. On est déjà moins sur une tendance baissière
qu'on peut avoir sur certaines actions en ce moment, qui font très mal. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas, euh, tout, tout le PEA est dans le rouge, l'ultra rouge. Euh, donc voilà. Euh, bon, pour l'instant, ça reste une correction. Hein, faut garder son calme entre guillemets. Ensuite, OB. OB, on va directement aller voir ce qui se passe techniquement. Hop là. OB, voilà. Hop, la dernière fois qu'on l'a analysé, on avait identifié cette traîne baissière. Et ben là, on casse. Attention, hein, il faudrait un retest. Ce serait l'idéal. Ou au moins un retest de la moyenne mobile 200 périodes pour repartir à la hausse. Et là, ce serait plutôt positif. Vous voyez, là, on avait cassé la 200 périodes, on était reparti à la baisse. Là, si on fait la même chose, ben, il faudra attendre. En revanche, si on vient retester la moyenne mobile 200 périodes et repartir à la hausse, c'est plutôt positif. On en était resté là sur OB. Voilà, on essaye de sortir de cette tendance baissière quand même. Et ça, c'est plutôt positif. Bon bah Alten du coup, je vais la faire quand même. Alten, hop, je vous explique. Donc il y a Windadar qui a posté un petit quelque chose sur Alten, je pense dans ordre d'achat. Je vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc en gros, je crois que ça doit être BFM Bourse là, qui se positionne sur Alten. J'avais déjà fait un mouvement un peu comme ça. Donc il se positionne à 102,9 avec un objectif à 118 et un stop à 96. Et c'est vrai que ça paraît pertinent techniquement. Donc je l'ai tenté. Je suis rentré à 101,8. Voilà, je suis rentré à 101,8. On peut venir retester le support que vous avez en vert. En revanche, si on vient chercher plus bas, si on vient le casser de façon un peu durable, ce serait pas bon signe. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris un peu de marge, j'ai placé mon stop assez bas. Eux ils ont mis 96 combien? Ils ont mis 96,6, moi je dois l'avoir mis un peu plus bas. Et puis je vendrais, eux ils vendent à 118 je crois. Donc à voir effectivement. J'ai pas encore décidé à combien je le vendrai. Euh, Après mon stop sera peut-être déclenché aussi, donc à voir. Hein, vous voyez que là on avait quand même cassé, on était venu chercher les 92 et puis on avait réintégré donc. Donc je peux aussi me faire liquider. Hein, là le but c'est de faire un petit mouvement sans me mettre trop de pression. J'ai du mal à investir pour l'instant à long terme sur le PEA. Donc je suis patient puis je tente des petits mouvements comme ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, discussion principale. Hop. Et puis on en revient à nos moutons. Ensuite, Nacon. Je connais pas celle-là, Dimitri. Nacon. Hop, hop. Nacon, Euronext Paris. Ouh, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Ça fait mal. Ça fait très mal. On a fait un nouveau point de plus bas. On va aller regarder un peu la fonda. Bon, techniquement, c'est pas terrible. Fondamentalement, c'est moyen. Bon, les free cash flow, c'est négatif. Donc, c'est pas terrible. On reste sur un PEG à 13, ce qui reste très élevé. On doit avoir une croissance. On voit quand même une croissance estimée du revenu à 10%. On est endetté, on a un cash qui diminue. C'est pas terrible. Alors, jouer effectivement le regain pour Noël, je comprends. Est-ce qu'à chaque fois. Non, tu vois, là par exemple, en mai, elle fait un pic. En novembre. Hop. C'est difficile, difficile à évaluer. En tout cas, les fondamentaux sont pas géniaux.
Ils sont pas géniaux. C'est difficile de définir une trend là-dedans. Pour l'instant, ça reste vendeur. Effectivement, on a l'impression que là, sur les 3 derniers jours, ça latéralise, mais c'est pas suffisant. Pour moi, il faut vraiment attendre des signes de retournement, et pour l'instant, on les a pas forcément sur Nacon. Tenkar, je suis actuellement dessus avec un Perru à 116. J'ai pas reforcé un baisse. Je suis en attente. 116. 116, t'es sur cette zone-là. Bon, écoute, je pense que c'est pareil. Tu peux peut-être mettre un stop, mais toi, du coup, si c'est plus long terme, je pense qu'il y a un stop quand même à mettre vers les 82. Parce que si on saute les 82, après, on risque d'aller quand même vachement plus bas. Et puis, sinon, avoir à long terme. Euh, avoir à plus long terme, mais bon, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on rebondisse sur le dossier, à voir la conjoncture aussi, parce que il y a une conjoncture qui est pas évidente. Si on regarde Capgemini, bon, elle réagit mieux, hein. Non, c'est pas celle-là, pardon. Euh, alors, du coup, elle est en watchlist parce que je l'ai plus en portefeuille. Si on regarde Capgemini, la tendance est un peu baissière aussi. Bon, là, on essaye quand même de repasser au-dessus. On va voir hein, si y a une confirmation de cassure. On pourrait aller sur les 215 aussi. Mais globalement, le secteur se porte pas très bien depuis 2022. C'est un peu compliqué. Donc à surveiller. À surveiller. Nintendo, tiens. Nintendo. Alors. C'est 79,74. Ok. Hop. Parfait. Alors, Nintendo. Oh. J'ai jamais trop regardé fondamentalement. Alors, on ira regarder. Bon, on va aller regarder toute la rentabilité des capitaux investis. Ah, c'est sympa, hein. C'est sympa. Il y a zéro endettement, il y a que du cash. Ça, c'est sympa aussi. Et c'est pas qu'un peu de cash, hein, parce que un cash qui est égal au revenu, quoi. Donc, ouais, c'est quand même sympa. Ils ont une année de revenus d'avance en cash. On a un PEG à 1,14, une croissance anticipée à 8%. Ce serait bien qu'ils ressortent un peu des jeux de qualité, si je puis me permettre. Bon, les fondamentaux sont pas mauvais, hein. Les fondamentaux sont pas mauvais. Euh, je pense que c'est même pas la peine que j'aille checker plus bas. Bah oui, 3,5% de capex. Ok. Alors, je veux quand même juste. Il part où l'argent? Autre activité d'investissement. Dividende. Ça a l'air sain. Ça a l'air quand même plutôt très sain. Financièrement. Ça stagne un peu, hein, les revenus. Bon, il y a eu le boom du Covid et finalement on arrive quand même un peu à maintenir, hein. Donc, au vu de la conjoncture, hein, c'est pas mal. C'est pas mal Nintendo. Techniquement, je l'ai jamais regardé, je crois. Nintendo. Donc là, ça corrige. Ok. Ça corrige, ça corrige. Qu'est-ce qu'on a là? Effectivement, là, à mon avis, on a eu de l'acheteur à gogo. Donc tu as déjà une première zone par ici, vers la moyenne mobile 200 périodes.
Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, c'est à peu près... C'est vrai que celle-là, on pourrait la réduire. Moi, je la prendrais là. Je la prendrais là. Elle revient travailler là-bas. Elle me plaît pas mal comme ça, mon perso. Hop. En fait, il faut que ce soit des zones qui sont travaillées. Et c'est là qu'elles sont pertinentes. Donc, effectivement, là, on a quand même une zone qui est bien travaillée. On a quand même une zone qui est bien travaillée ici. Donc, celle-là, elle me plaît bien. Et puis, du coup, en termes de valo, hein, si on retombe vers du 7000, bon, ils anticipent potentiellement petite chute, soit en termes de rentabilité, mais ça n'a pas l'air d'être en termes de croissance. 63% de payout quand même, attention. Bon, vu qu'on arrive à faire monter notre cash, c'est pas trop grave. À l'heure actuelle, on a un PEG de 1,14, donc je pense qu'on se rapprocherait d'un PEG de 1, donc ce qui est plutôt sympa sur Nintendo. Après, à long terme, bon, elle a quand même pris très cher sur la crise des subprimes. Ça, c'est marrant. Mais bon, à l'heure actuelle, le monde a quand même bien changé. Donc, on est quand même sur une belle tendance haussière à long terme. Voilà. On a quand même un beau trend haussier si on revient dessus. Voilà, ça peut commencer à être une opportunité. Pourquoi pas avec une entrée fractionnée. Mais la Fonda est bien. Hein. Oya, on l'a fait il y a pas longtemps. Oya, non. J'ai renforcé fortement. Rappelons-nous la Valo. 77,41. Yes. Alors, la Valo. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi il avait de si basse, mais là, globalement, si on regarde, il est où le price to free cash flow? On est très élevé, on est à 41. Sachant que la médiane est à 26, donc c'est élevé pour le free cash flow par rapport à la valorisation. On a un PEC de 2,78. Alors je suis plutôt d'accord, la valo me semble élevée aussi. Au vu de la croissance, une croissance à 8%. Perso, ça me semble quand même plutôt élevé. Et même par rapport à l'industrie, on est un peu haut. Que ce soit historiquement ou par rapport à l'industrie, on est un peu haut effectivement. Techniquement maintenant, on est sur haut de canal aussi. On a du mal, on essaye de le casser, mais on a du mal. Donc faudrait peut-être surveiller cette zone-là aussi. Hein. Parce que là, si on vient à casser, à retester, c'est plutôt positif. Euh, Après, voilà, on est plutôt sur une zone de résistance, hein, globalement, que sur une zone acheteuse. Donc ça peut être logique de prendre une partie de la plus-value. Ouais. Après, ça a quand même une très belle tendance haussière. Là-dessus, pas grand-chose à dire. Effectivement, on est plus sur zone de résistance et on a quand même du mal. Hein. On tente 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, on se fait bien rejeter. Donc, c'est. Au vu de la valo, effectivement, ça peut être une bonne idée de prendre une partie de plus-value, ouais, carrément. Surtout avec une belle plus-value comme ça.
L'analyse de Nasdaq et LQQ pour trouver un premier point d'entrée. Alors, hop, hop. Le Nasdaq. Le Nasdaq, il a cassé sa résistance, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc il l'a cassé par le haut, donc ça c'est intéressant. Hop, je pense qu'on peut l'enlever, cette résistance. Donc un point d'entrée idéal, ce serait sur le bas du canal, évidemment. Un peu au-dessus, parce que vous voyez que des fois on n'y va pas forcément. Donc pour l'instant on est sur un trend following haussier, avec un canal qui est clairement identifié. Donc le flash crash, on est descendu en bas de canal, etc. etc. Donc un premier point d'entrée intéressant, ce serait le bas de canal. Moi, ce qui m'intéressait aussi là, c'était que on est venu retester le support, on est reparti à la hausse, donc je trouvais ça assez intéressant. Et donc je m'étais dit que sur la cassure, voilà, je pouvais rentrer. Là, on est en train de bloquer un petit peu. On a comblé le gap. Je vais vous le mettre en daily, ce sera plus significatif. Hop. Hop. Donc, on a comblé le gap baissier, donc ça c'est plutôt positif aussi. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est rebondir sur l'ancienne zone de gap pour pouvoir repartir à la hausse. Là, ce serait positif. Attention aux élections. On fait attention aussi aux élections. Donc, on surveille un petit peu tout ça. Donc, si t'es patient, retour sur le bas du canal. Après, si t'es moins patient, il y a moyen d'identifier quand même des zones un petit peu intéressantes. Donc ça peut être un premier retour sur moyenne mobile 200 périodes, etc., etc. Si on regarde maintenant directement le LQQ. Non, il est dans ETF. Hop, LQQ. Donc LQQ, il a un peu la même config globalement, sauf qu'il y a moins d'infos sur le graphique. Donc voilà, potentiellement, moi j'avais identifié quand même des zones un peu plus acheteuses. Celle-là est très significative, hein. La zone des 900, elle est très significative, donc elle est très intéressante. Et puis on a la zone des 1000, hein, globalement. On n'a pas beaucoup monté depuis, on a pris 80 euros. Donc voilà, globalement, c'est haussier à très long terme, ça surperforme. Là par exemple, si je vous mets en mensuel, hop, voilà. Donc, je vous avais fait un petit tuto là, hop, j'enlève tout ça. Je vous avais fait un petit tuto. Donc pour l'instant, là, on n'est que sur une correction, hein, pas grand chose à dire d'autre. Je vais enlever aussi les gaps, parce que là, ils vont pas nous être forcément utiles. Donc voilà. Je vais aussi enlever ça. Vous avez les infos, c'est parfait. Donc globalement, c'est haussier, hein, à long terme. Et si on compare, hop, on se met le petit Nasdaq. Je crois que c'est pas totalement un x2. En fait, tant que c'est haussier, tant que le Nasdaq est haussier, c'est intéressant. Tant que le Nasdaq est haussier, je vais mettre NDX directement. Hop. Donc voilà, tant que le Nasdaq est haussier, c'est intéressant. Vous voyez, on est même à plus, hein, en termes de perf. On est sur du 1000% là depuis globalement 2016 contre 342% pour le Nasdaq. Donc voilà, hein, globalement c'est intéressant. Par contre, à partir du moment où on va rentrer en tendance baissière, là il faudra vite sortir. Parce que ça va faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc voilà. Voilà. Très intéressant. Le LQQ évidemment. Ensuite, Crossject. Hop. J'allais regarder rapidement, je crois que tu nous avais posé la question. Et globalement, c'est une entreprise qui n'est pas encore rentable. Donc ça déjà, c'est à prendre en compte. Et c'est une entreprise qui a de plus en plus de difficultés à se faire financer. Vous voyez, on a une dette qui augmente, un cash qui diminue.
Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Effectivement, on a une petite amélioration sur le net income là entre 2022 et 2023, mais pour l'instant, on améliore aussi un petit peu notre rentabilité sur capitaux investis, mais ça reste encore compliqué. Ça reste encore compliqué. Techniquement, crossject, hop. On va enlever notre petit Nasdaq. Donc là, on a effectivement un gap baissier qu'on va peut-être être amené à combler. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on avait un début de petite tendance quand même plutôt sympa. Hop, voilà. On est revenu au-dessus, donc effectivement, là, c'est un petit peu plus positif pour le coup. Par contre, là, on a un gros signal baissier, donc attention quand même. Il y a quand même pas mal de volume. On a eu des gros volumes acheteurs sur ces niveaux-là. On avait une belle reprise de tendance là à partir d'ici, c'était joli. Et puis hop. Donc faut surveiller, mais pour moi, tant que l'entreprise est pas rentable, c'est un peu compliqué de rentrer là-dessus, quoi. Donc voilà, pour CrossJect. Après, si tu as des convictions, pourquoi pas. Petit point sur Mercedes. Mercedes qu'on a mis en watchlist justement pour pouvoir la surveiller. Et est-ce qu'elle nous ferait pas une réintégration, ma belle? Ah, c'est mieux en daily, pardon. C'est beaucoup mieux en daily. Je vais vous grossir ça pour vos petits yeux. Donc pour l'instant, on reste sous résistance. Donc faudrait effectivement attendre la cassure de la résistance avec petite confirmation. Et puis là, ce serait assez intéressant. Elle réagit en même temps que le reste du secteur. C'est quand même une action qui latéralise beaucoup. Et là, on est plutôt sur un bas de latéralisation. Hop, pardon. Hop. Donc, voilà. Pas grand chose à dire de plus. Et elle est effectivement beaucoup moins. Beaucoup. D'ailleurs, je peux même tirer mon. Jusque là. Hop. Vous voyez, on est sur quand même une grosse. Oula, pardon. On est quand même sur une très grosse latéralisation. Si on se met en weekly et qu'on recule, on est quand même sur de la très grosse latéralisation. Pardon. On va juste se faire ça. On va se mettre là. Hop. Hein, vous voyez quand même. Donc, soit on attend un vrai bas de cycle. Mais bon, je pense que là, le fait qu'elle réagisse mieux que le secteur, ça me paraît quand même justifié. Donc, voilà. Elle réagit beaucoup mieux que Stellantis et c'est logique finalement à l'heure actuelle. Donc voilà, vous avez des paliers. À vous de voir si vous attendez une reprise du secteur, une conjoncture un petit peu plus intéressante, etc. etc. Et pour l'instant, ça reste baissier. Donc effectivement, sur la cassure, là, ça peut être sympa. On avait beaucoup de volume, là, c'est dommage. On est en train de se faire rejeter pour l'instant. Donc voilà, be patient. Ensuite, l'Automatica. Alors, je prends juste un petit coup. L'Automatica, anciennement, société qui opère dans le secteur des paris et de la loterie. Ok, je bois un coup. Paris sportifs, jeux en ligne. Ok. Donc on est sur un business model qui se base quand même sur les franchises. Business model qui est plutôt intéressant. Je connaissais pas dans ce milieu-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pardon, je fais des bêtises. Hop. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne déjà? Ouais. On n'a pas trop d'infos, je crois. Si quand même.
C'est pas terrible. La dette augmente, le cash un petit peu aussi. Les revenus augmentent. On a eu un peu de mal sur les 2 premières années. On arrive quand même à faire un peu de free cash flow. On n'a pas beaucoup d'expérience sur cette entreprise-là. Pour le capex, ça a l'air d'être correct. C'est moyen. Honnêtement, c'est moyen. La Valo, on n'a pas de PEG. On est sur un PI ratio de 61 quand même. Avec une croissance estimée à 14%, c'est élevé un PI ratio à 61. Je vais pas vous faire le calcul de tête, mais ça me paraît élevé. Par contre, on a un price to free cash flow qui est plutôt correct. C'est difficile à évaluer. C'est pas évident à évaluer. Je voudrais pas me mouiller. Ouh, cette tendance. Cette tendance qu'on est en train potentiellement de casser par le bas. Donc attention. Si on réintègre, ça va. Par contre, si on reste dans cette configuration, là, on l'a fait, par exemple, on a tenté, puis finalement on est remonté, c'est pas grave. Par contre, si on casse durablement, c'est pas bon signe. Voilà. Un mot sur Zalando. Valo et croissance. Allons faire du Zalando. Zalando qui est coté. Ok. Zalando qui est coté en Allemagne. Non. Allons voir ça. Alors, Zalando. Ah oui, waouh, ok. Putain, ils sont partis loin, les garçons. Bah, Deliveroo, pareil. Ah, c'était toute la bulle Covid, quoi. Alors, la rentabilité, c'est pas terrible, de mon point de vue. La croissance, on est sur du 5%. Par contre, croissance du BPA, c'est plus intéressant, on est sur du 60%. On a quand même un PEG à 3. Donc, en fait, on est sous-valorisé par rapport à l'historique, mais en même temps, on a une bulle tellement immense que, bon, ça s'explique. C'est stable sur le cash to debt. C'est stable sur le revenu depuis les 3 derniers exercices. La question c'était donc croissance moyen et Valo c'est dur à dire parce que on est monté tellement haut. Pour moi Valo avec un peg à 3 on est encore un peu élevé. Eux ils jugent qu'on est correctement évalué. Donc why not. Sanofi Xpar et Chimani. Sanofi point d'entrée. Sanofi. Donc on va plutôt aller là. Sanofi que j'ai eu en portefeuille, j'ai fait un petit mouvement dessus. J'ai peut-être pas attendu suffisamment longtemps. Alors, le petit Sanofi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous forme un drapeau plutôt haussier. L'idéal, ce serait d'attendre. Vous voyez qu'on est sur les vieilles analyses parce que on est encore sur les vieux standards. Hop. Donc zone de vente par ici. Donc on est proche quand même plutôt d'une zone de vente. Bon, lui, pour l'instant, il n'a plus forcément d'intérêt. On a quand même tendance à régulièrement, tu vois, 2018, 2020, 2022, 2023. Si t'es patient, ça peut peut-être valoir le coup d'attendre un retour sur le trend haussier. Peut peut-être valoir le coup. Et sinon, globalement, t'as quand même la zone des 95, 94. Une première zone potentiellement. Hop, première zone par ici là. Et puis ensuite, ben, faudra attendre les 87. Hein. Hop, donc le départ du mouvement haussier. Hein.
Donc voilà, potentiellement ces zones-là pour moi. D'ailleurs, je vais l'élargir, on a une belle zone de. Donc ouais, potentiellement c'est ces zones-là. Et puis si t'es patient, il faut attendre un retour sur le trend haussier. Donc voilà les gars. N'hésitez pas, il y a beaucoup de mouvements. Le CAC est en train de corriger. Faut pas forcément s'affoler. Faut s'en tenir à son plan. Voilà.